Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de faire quelque chose de beaucoup plus relax que d'habitude. Je vais en fait tout simplement vous parler de mon parcours, de mes études, parce que vous avez été plusieurs à me poser des questions, un petit peu savoir ce que je faisais dans la vie et pourquoi j'avais certaines connaissances sur certains sujets. Donc je vais un petit peu vous raconter moi ce que j'ai fait comme études, comment ça s'est passé et répondre à certaines de vos questions. Moi personnellement je me suis pris un petit café, je vous propose de vous installer bien confortablement comme d'habitude. Je pense que c'est pas trop la peine d'éteindre vos lumières, normalement ça devrait pas trop vous faire peur. Enfin on ne sait jamais, mais voilà. En tout cas voilà, installez-vous et puis c'est parti. Alors comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, moi j'ai fait des études en psychologie et du coup en fait je possède le diplôme, le master en psychologie qui donne le droit d'exercer en tant que psychologue, qui donne le titre officiel de psychologue en France. Donc le master c'est 5 années d'études après le bac et en France en tout cas quand vous faites un master en psychologie vous devez vous spécialiser et moi ma spécialité c'était la gérontologie. La gérontologie c'est l'étude des personnes âgées. Moi ce que j'aime vraiment bien avec la gérontologie c'est que ça permet de travailler dans plusieurs domaines différents, notamment principalement la psychologie clinique et la neuropsychologie et c'est du coup un petit peu ce que j'ai fait. Moi j'étais beaucoup plus orientée psychologie clinique parce que voilà, c'est mon goût personnel, c'est ce qui me plaît le plus, mais du coup j'ai quand même pu aussi étudier la neuropsychologie et voir un petit peu ce que c'était. Et vraiment c'est des choses hyper différentes, c'est vraiment comme des disciplines très pas éloignées mais en tout cas vraiment complémentaires et dans lesquelles on voit des choses très variées. Donc c'est vraiment ça qui était très agréable en travaillant en gérontologie. Et puis après c'est vraiment un goût personnel, moi j'aime bien travailler avec les personnes âgées, ça me plaît, enfin j'aime bien leur contact, j'aime bien être avec elles et tout ça. Alors que par exemple je suis pas forcément très à l'aise avec les enfants, les adolescents, tout ça c'est un peu plus compliqué pour moi. Donc voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui me disent ah mais les personnes âgées ça fait un peu peur, mais personnellement moi j'aime bien ça, donc ça m'a jamais dérangé de devoir travailler auprès de ces sujets-là. J'ai pu faire mes stages dans des lieux pas mal variés et ça c'était bien aussi parce que du coup j'ai travaillé à la fois en maison de retraite et à la fois à l'hôpital et du coup j'ai pu voir comment ça se passait des deux côtés. Il y a des choses bien, des choses moins bien de chaque côté, mais en tout cas c'était vraiment hyper intéressant. En maison de retraite, j'imagine que vous voyez ce que c'est ce qu'on appelle les EHPAD. Vous prenez en charge les patients, vous prenez en charge certaines questions de perte d'autonomie, aussi de troubles de l'humeur qui peuvent être liés justement à l'entrée en institution, mais aussi avec le processus de vieillissement, tout ça. Donc il y a quand même beaucoup de choses à faire, puis vous pouvez aussi être amené à travailler avec les équipes soignantes qui souvent ont une grosse charge de travail et pour qui c'est vraiment pas facile. Donc ça c'est vraiment un côté que j'ai bien aimé en maison de retraite. Et de l'autre côté en hôpital en fait j'ai fait mon stage à l'Institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer et ça c'était vraiment super intéressant parce que du coup on voyait des choses très différentes de ce que vous voyez en maison de retraite. On avait des gens plutôt en début de parcours, donc des personnes quand même moins âgées, voire parfois pas du tout âgées du tout, qui présentait des gros troubles de la mémoire ou en tout cas une plainte au niveau de troubles cognitifs et du coup c'était à nous de les évaluer sur toute une journée et on était plein de professionnels différents à les rencontrer. Moi personnellement je faisais les évaluations psychologiques, donc principalement en fait voir comment la personne se sent, qu'est-ce qu'elle ressent vis-à-vis de ses symptômes, comment elle l'explique, comment elle le perçoit, est-ce qu'elle a certaines appréhensions. Parce que souvent, en fait, si une personne a des problèmes de mémoire, on essaye de savoir
d'où ça vient évidemment, mais ça peut être plusieurs choses qui s'accumulent et typiquement si vous avez des problèmes d'anxiété, des problèmes de dépression, ça peut jouer et aussi faire que vous êtes moins concentré et vous avez l'impression que vous perdez la mémoire, mais en fait c'est pas vraiment la mémoire. Donc c'est pour ça que c'était vraiment tout le temps différent à chaque personne. Puis en plus on rencontrait aussi leur famille et ça j'aimais beaucoup. C'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé hyper intéressant comme travail. Du côté plus neuropsy de la gérontose, ce qui est chouette, c'est qu'on fait passer des tests et on étudie vraiment les fonctions cognitives d'une personne. Donc les fonctions cognitives, c'est en fait tous les mécanismes de votre cerveau, que ce soit le langage, la mémoire, la compréhension, le calcul, enfin il y a plein de choses. Et donc du coup il y a plein de tests qui ont été élaborés pour réussir en fait à évaluer comment ça fonctionne. Donc vous pouvez le faire à la fois en géronto avec des personnes âgées, mais ça se fait aussi avec des adultes, avec des enfants, avec tout type de population différents. Et en géronto, c'est vrai que c'est particulièrement intéressant, je trouve, parce que vous avez tout un tas de maladies qui touchent beaucoup aux fonctions cognitives. Vous connaissez très bien la maladie d'Alzheimer, Parkinson, il y a tout un tas de pathologies comme ça, et du coup c'est hyper intéressant quand on rencontre un patient, essayer de comprendre ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une pathologie qui est en train de s'installer? Est-ce que c'est plutôt des troubles de l'humeur? Est-ce que c'est encore autre chose? Donc c'est vraiment tout le temps hyper diversifié. Je crois qu'on rencontre jamais 2 fois le même patient. Évidemment, c'est toujours le cas en psychologie, mais c'est vrai que là, vraiment, ça permet une diversité de cas qui est hyper variée, quoi. Donc ça, c'est ce qu'il en est de mes études. Donc comme je vous l'ai dit, c'est 5 ans d'études après le bac. C'est un master avec une spécialité en psychologie et ça vous donne un titre de psychologue qui vous permet d'exercer là où vous voulez en tant que psychologue. À la limite, votre spécialité compte à moitié. Si vous avez envie de faire autre chose en tant que psychologue, vous pouvez quand même le faire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après l'obtention de mon diplôme, j'ai pris pas mal de temps, à peu près plus d'une année, pour faire pas mal de projets que j'avais mis de côté pour faire mes études. Et donc voilà, j'ai fait ces projets-là, je suis partie en voyage pendant quand même pas mal de temps, j'ai passé mon permis, etc. etc. Et depuis à peu près environ un an, je dirais, je cherche du travail, donc dans le domaine de la psychologie, gérontologie. Et étonnamment, en fait, je pensais que ce serait plus facile que ça de trouver et pour l'instant, j'ai trouvé certaines choses mais qui m'ont pas convenu quand j'ai été aux entretiens et que j'ai pu parler du poste. Il y avait des choses qui allaient pas, puis c'était quand même très loin de chez moi et du coup, j'ai vraiment cherché pendant plusieurs mois l'année dernière et ça me convenait pas en fait ce que je trouvais. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment pas envie de travailler comme ça. Ce qui fait que j'ai commencé à chercher dans quoi je pouvais faire une autre formation et je me suis renseignée et évidemment moi ce que j'ai toujours rêvé de faire en fait c'était de travailler dans le milieu de la criminologie. Du coup j'ai trouvé plusieurs facs en France qui permettaient de passer des formations, donc ce qu'on appelle des diplômes universitaires en criminologie pour des personnes comme moi qui ont déjà un diplôme soit en droit, soit en psycho, soit je sais plus, mais il y a d'autres domaines comme ça. Et j'ai postulé et j'ai été acceptée à plusieurs facs. Donc finalement, depuis 2 mois maintenant, je suis étudiante en criminologie. C'est une formation qui va durer à peu près 8 mois, si je me trompe pas, et que je fais totalement à distance, que je fais depuis chez moi. Donc voilà, je travaille depuis mon ordinateur. Je reçois les cours et puis on a une sorte de plateforme en ligne où on peut contacter les profs si jamais on a des questions, où il y a parfois quelques échanges un petit peu avec comme un sorte de forum entre les profs et les étudiants. Et voilà comment ça se passe. En gros, ils nous ont envoyé la grosse majorité des cours dès le début et puis c'est à nous de petit à petit nous prendre en charge et puis apprendre tout ça. On a des devoirs à rendre régulièrement, il y a aussi quelques partiels qui vont tomber. Et donc voilà, pour l'instant je sais franchement pas vraiment comment ça se passe parce que j'ai passé mes premiers examens, j'ai pas encore eu les résultats, donc j'espère que ça va bien se passer. C'est vrai que c'est assez difficile de travailler à distance comme ça. Après, ça reste un sujet qui, moi, me passionne totalement. Donc, du coup, c'est pas trop difficile pour moi de me plonger là-dedans. Cela dit, c'est quand même assez compliqué parce que, principalement, on va dire, c'est comme en partie de la psychologie et en partie du droit. Et du coup, comme
en fait c'est au même niveau, c'est au même niveau d'intensité en psychologie qu'en droit. Donc j'imagine que pour moi la psycho ça va, mais le droit je galère. Et il y a d'autres personnes, d'autres étudiantes de ma promo qui doivent être bons en droit parce que c'est leurs études et avoir plus de mal en psycho. Donc c'est comme ça, voilà, c'est comme ça que c'est fait. C'est vraiment, ça demande quand même beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et c'est pas quelque chose, je pense, qui peut convenir à tout le monde, les études à distance. Après, je pense que cette formation, vous pouvez aussi aller la faire dans certaines facs, vraiment en présentiel. Et peut-être que c'est plus facile, j'imagine, d'être en classe, d'avoir quand même un véritable rapport avec les professeurs et avec les autres élèves, parce que ça me manque aussi, ça. Mais voilà, en tout cas, moi j'ai fait le choix de le faire depuis la maison parce que ça me permettait justement de pouvoir quand même continuer à vivre déjà dans mon appartement, de pas avoir déménagé parce qu'il n'y avait absolument aucune formation dans ma ville. Et puis, voilà, si jamais je trouve genre un mi-temps, un truc comme ça en Gironto, je serais pas contre du tout. Moi, ça me plairait quand même de pouvoir continuer aussi à travailler en partie, du moins en gérontologie. Les études de criminaux, je vais pas vraiment vous développer tout le programme qu'on fait, mais juste sachez bien que clairement c'est pas apprendre à faire du profilage. Ça n'a absolument rien à voir. En France ça n'existe pas, ça se fait pas. On a une petite partie de cours qui en parle un petit peu, mais c'est vraiment pas du tout la grosse majorité de ce qu'on fait pendant le cours. Comme je vous l'ai dit, il y a quand même beaucoup de psychologie, vraiment psychologie, donc à la fois des auteurs et des victimes, et puis une bonne partie de droit pour essayer de comprendre en fait comment ça marche, le droit pénal, tout ça. Donc c'est pas juste on va apprendre à faire les Sherlock Holmes sur une scène de crime, ça se passe vraiment pas comme ça. Ne vous lancez pas dans ces études-là en pensant que c'est ce que vous allez faire, vous seriez déçus. Alors je vous ai demandé sur le groupe de discussion que j'ai fait sur Facebook si vous aviez des questions à me poser à propos de mes études et j'ai reçu quelques questions donc auxquelles je vais répondre maintenant. Alors première question, comment es-tu arrivée dans ce parcours d'études ? Tu voulais faire ça ou c'est venu un peu par hasard ? Alors, comment j'en suis arrivée là ? Je pense que j'ai commencé à dire que je voulais faire de la psychologie quand j'avais peut-être 15 ou 16 ans. Donc à peu près au moment où je suis arrivée au lycée. Parce qu'il me semble que c'est à ce moment-là qu'on commence déjà à nous demander un petit peu dans quoi on veut s'orienter. Et c'était pas forcément évident de trouver une réponse, je trouve, à cet âge-là. C'est vraiment difficile de se projeter et de savoir ce qu'on veut faire. Et pourquoi j'ai voulu me lancer dans la psychologie, je sais plus vraiment non plus. Je sais que tout le monde me disait que j'étais assez bonne pour ça parce que j'étais vraiment le genre de personne à écouter les autres me raconter leurs problèmes puis essayer de trouver des solutions. Ce qui finalement est une assez mauvaise représentation de ce qu'est le métier du psychologue. Mais en tout cas voilà, je pense que ça a commencé comme ça. Et du coup je me suis dit je vais aller faire des études de psychologie. Et moi quand je me suis lancée vraiment à la fac, donc en première année tout ça, je voulais absolument faire de la psychologie clinique. Donc ça c'est une autre branche par rapport à, comme je vous ai dit, moi j'ai fait de la psychologie gérontologie, il y a la psychologie clinique, ce qui est vraiment la branche on va dire la plus classique, en tout cas celle que les gens se représentent le mieux. Quand on leur dit psychologue, ils voient assez bien ce que c'est qu'un psychologue clinicien, donc avec qui vous faites des entretiens, tout ça machin. Et donc je voulais faire de la psychologie clinique et je voulais travailler dans le milieu carcéral, c'était vraiment ça mon objectif premier. Parce que je voulais absolument me mettre au contact de personnes qui risqueraient en fait de me heurter, que je me prenne une grosse baffe en fait. C'est vraiment ça que je voulais. J'avais envie de travailler dans un milieu qui serait pas facile pour moi, dans lequel j'aurais peut-être du mal à comprendre les gens. Parce que je voulais vraiment qu'il y ait un côté assez challenge là-dedans, de me dire que j'allais rencontrer des gens, des criminels qui n'auraient pas forcément les mêmes opinions que moi, qui n'auraient peut-être pas forcément des remords sur des trucs qui, moi, pourraient vraiment énormément me bouleverser. Et je me disais, je veux travailler là-dedans parce que si j'arrive à faire ça, je pourrais tout faire. Et c'est marrant comme quoi finalement je suis allée sur complètement autre chose qui, cela dit, est aussi une branche qui est pas forcément facile. Pas forcément facile non plus de se confronter avec des personnes âgées, avec la fin de vie, etc. Et comme vous le voyez, finalement je commence à revenir à ces envies-là, à cette toute première envie que de travailler en criminologie.
Alors ensuite on a qu'est-ce que tu as fait en fait pendant des études? J'ai arrêté au lycée, je ne sais pas du tout comment ça se passe dans les salles de fac, université, etc. Alors, à la fac, comment ça se passe? La licence, principalement, c'était comme moitié-moitié. En fait, ouais, dans toutes les études, que ce soit la licence ou le master, c'est principalement moitié d'amphi. Donc, c'est des cours qu'on appelle les cours magistraux où le prof parle presque tout seul en fait, on l'écoute parler, il fait son cours, ça dure généralement 1h30 ou 2 heures et souvent il y a un rétroprojecteur avec un PowerPoint avec les points importants de ce qu'ils disent qui s'affiche derrière eux et c'est à toi vraiment de venir au cours, d'écouter, de prendre des notes. Il n'y a personne qui va noter si tu es présent ou pas au cours, donc si tu viens pas, bah, c'est un peu... c'est ton problème, on va dire. Si tu arrives à te débrouiller pour récupérer les cours chez quelqu'un d'autre, tant mieux pour toi, sinon tant pis. Voilà, c'est vraiment comme une sorte de mini-conférence à chaque fois. Il y a parfois quelques petites interactions avec les étudiants, mais c'est vraiment pas la majorité. Et c'est vraiment à chaque fois, hein, je sais pas, je vous ai dit, c'est vraiment à chaque fois, je me rends compte depuis que je filme des vidéos, combien est-ce que tous les jours, j'ai sans arrêt ce genre de bruit tout le temps. Et donc je disais pour les cours en amphi, je sais plus ce que je disais du coup, ça m'a perdu. A few moments later. Ah oui, et du coup ce que je voulais dire c'est que selon les facs, les cours d'amphi ça peut vraiment être quelque chose d'assez énorme. Moi quand j'ai commencé, j'étais à la fac de Nanterre, qui est, je pense, une grosse fac de psycho quand même, on est très nombreux. En première année, je crois qu'on était 1200 étudiants, un truc comme ça, ce qui fait qu'on devait avoir des amphis qui étaient parfois remplis à 600, 700 personnes. C'est absolument énorme. Les amphis débordaient complètement parce qu'il n'y avait même pas suffisamment de place, donc si t'arrivais trop tard au cours, tu devais finir par être assis contre le mur à l'arrière ou dans les escaliers, enfin c'était n'importe quoi. Et puis après j'ai changé de fac, je suis partie à Descartes où là c'était des amphis quand même plus petits, plus raisonnables, donc je pense qu'on était peut-être 100, 150. Mais il faut savoir que de toute façon le parcours en psychologie, vous commencez en première année, vous êtes extrêmement nombreux parce qu'il y a énormément de gens qui s'inscrivent en psychologie qui veulent pas forcément faire ça, mais c'est un peu ce qu'on appelle la voie de garage, les gens qui savent pas quoi faire après le bac, ils vont tous en psycho. Et puis c'est très très vite en fait, je pense que déjà en deuxième année on était presque moitié moins quoi, et ça s'écrème de plus en plus avec les années, sachant qu'il n'y a pas de sélection tant que vous entrez au moins jusqu'en licence. Et après, vous avez soit une licence à l'entrée du M1, ce qui est quand même déjà mieux, ou une sélection à la fin du M1 pour le M2, ce que je trouve un peu bizarre. Moi, j'ai eu une sélection à l'entrée du M1, et comme ça, une fois qu'on est pris en M1, enfin, une fois qu'on est pris dans son master, normalement, tant qu'on réussit son année, on sait que c'est bon, on aura le diplôme à la fin. Tandis qu'il y en a pour qui ça se passe pas comme ça, parce que je sais plus exactement combien il y a de places par année disponibles pour délivrer des diplômes de psychologue, mais c'est délimité et du coup en fait les facs ne peuvent pas les donner à tout le monde. Ce qui fait que ça dépend de votre moyenne, mais vous pouvez très bien avoir 13 de moyenne et ne pas avoir votre diplôme parce que c'est pas suffisant en fait, c'est juste on va avoir tant de places. Par exemple, je sais pas, à Nanterre, mettons, ils avaient 20 places pour la psychologie clinique, le master, et ben s'il y a 50 inscrits, ben même si les 50 ont tous 14 de moyenne, ce sera que les 20 premiers qui seront pris. Je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même assez compliqué. Faut vraiment être sûr d'être hyper motivé et de rien lâcher si vous voulez vous lancer dans ce genre d'études là. C'est clairement pas aussi fun que ce qu'on voit dans les films et ça demande vraiment beaucoup de boulot. Bref, je m'excuse, j'ai complètement débordé, mais comme ça me permet d'aborder des choses et de vous les dire si jamais il y a des personnes qui me regardent, qui ont envie de se lancer dans la psycho mais qui savent pas trop à quoi s'attendre. Allez discuter avec des gens qui ont fait ce genre d'études. Ça vous donnera un meilleur indice de si vraiment vous avez envie de vous lancer là-dedans ou si ça sert à rien, parce qu'honnêtement, faire 2 années de licence de psycho, ça vous servira dans votre culture personnelle, hein, mais professionnellement, ça vous servira à rien, donc c'est un peu dommage et j'en ai vu plein des gens faire ça, donc voilà, c'est comme ça. L'autre question, y a-t-il un programme que les étudiants suivent tous en même temps ou vous travaillez sur des sujets différents, indépendamment les uns des autres? Alors, en fait, en première année, toute la licence, c'est assez général.
c'est assez général. À la limite, tu vas avoir, pourquoi pas, une petite option à choisir entre 2 ou 3 cours différents et tu choisis ce qui te plaît le plus. Mais dans l'ensemble, vraiment, toute la licence, tout le monde fait le même programme. Et puis quand tu rentres en master, c'est là que tu choisis ta spécialité. Donc déjà tu commences vraiment à plus te différencier. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai fait de la géronto, il y a de la clinique, il y a le côté plus psychanalyse, il y a la neuropsychologie, vous avez la psychologie sociale, la psychologie du développement, enfin il y a énormément de branches différentes, la psychologie du travail. Donc vous avez plein de choses très différentes. C'est là que vraiment les étudiants vont commencer à se répartir en fonction de ce qu'ils veulent faire plus tard, puis de leurs affinités. Et puis après, au sein même du master, eh bien, vous avez des choses qui commencent un peu plus aussi à émerger et à être un peu plus personnelles. C'est surtout au moment du mémoire et aussi du stage, parce que vous pouvez choisir un stage dans différentes structures, donc plus en fonction de ce qui va te plaire. Et quand tu fais ton mémoire, là c'est vraiment quelque chose de personnel, donc sachant que le mémoire compte beaucoup dans ta note finale et dans l'obtention ou pas de ton diplôme, ça devient de plus en plus individualisé, mais par contre les cours, eux, ça reste tous les mêmes dans ta branche. Moi j'avais les mêmes cours que tous les autres, mes autres camarades de géronto. Quel diplôme as-tu? Eh bien, comme je l'ai déjà dit, j'ai un master en psychologie, gérontologie qui me donne du coup le titre de psychologue. Quel type de diplôme tu espères obtenir suite à tes études? Donc là ça y est, c'est fait, j'ai mon diplôme, j'ai mon titre de psychologue. Avec la formation que je fais, je vais avoir ce qu'on appelle un DU en criminologie renforcée, ce qui est un bonus on va dire, mais le métier de criminologue en soi n'existe pas, de psychocriminologue ça existe, mais en même temps il n'y a pas vraiment un diplôme spécifique, c'est ce DU là qui va me donner les connaissances pour pouvoir travailler là-dedans. Et sinon à l'avenir, moi j'aimerais bien, pourquoi pas, peut-être me former à l'hypnose, mais ça c'est vraiment beaucoup plus lointain, donc pourquoi pas, j'aimerais bien passer ce diplôme là. À quel type de métier auras-tu accès grâce à tes diplômes? Alors, je crois que je l'ai dit en début de vidéo, quand on a le titre de psychologue, quelle que soit la spécialité qu'on a fait, on a le même titre finalement qui est juste psychologue. Et du coup, on peut faire tout ce qu'on veut en tant que psychologue. Donc si j'ai envie d'aller travailler dans une crèche, potentiellement, j'ai le droit en tout cas. Est-ce que je serai embauchée? Je sais pas, mais potentiellement j'ai le droit. Si j'ai envie d'ouvrir mon cabinet demain, j'ai le droit. Je peux faire tous les métiers que je veux en tant que psychologue. Après, c'est à moi de voir et d'être responsable et de postuler dans des métiers dans lesquels je serai réellement en capacité, où j'aurai vraiment des compétences pour le faire. Donc personnellement, ce sera soit la gérontologie, soit la criminologie. Qu'est-ce que tu aimerais faire comme métier? Eh ben, j'aimerais bien faire psychologue. En tout cas, j'espère que si j'ai passé ce diplôme-là, c'est pour pouvoir l'utiliser. Donc ouais, j'aimerais vraiment travailler comme psychologue, plutôt du côté de la clinique, comme je vous l'ai dit, soit dans le domaine de la géronto, soit dans le domaine de la crimino. En crimino, je sais pas encore exactement ce qui m'intéresserait le plus. Comme je vous l'ai dit à la base, moi je voulais vraiment travailler dans le carcéral. J'ai une amie qui fait ça, qui travaille en tant que psychologue dans une prison. Et vraiment ce qu'elle me rapporte de ce boulot-là, moi c'est ce que j'aimerais faire, en tout cas pour commencer. Après, pourquoi pas travailler plutôt auprès de victimes, ça aussi ça peut être super intéressant. J'ai vraiment eu des parties de cours qui parlaient de ça, notamment des violences conjugales, et j'ai trouvé que c'était vraiment extrêmement important aussi de bosser là-dedans. Donc pourquoi pas. Franchement là pour l'instant je suis assez ouverte à tout. Et puis du côté de la géronto, bah, comme je vous l'ai dit, ce que j'ai fait en stage, soit travailler en maison de retraite, soit travailler en hôpital, finalement les deux m'intéressent. Donc voilà, je reste assez ouverte au final, tant que je pense que le plus important c'est vraiment avoir une bonne équipe qui fonctionne bien. Après, tout est toujours intéressant en psychologie, enfin moi c'est vraiment ma passion, donc à chaque fois ça m'intéresse et j'ai envie de bosser là-dedans. Autre et dernière question, quels sont les mécanismes avancés en psychologie qu'on ne voit pas souvent sur YouTube, Google et les plateformes de données fast-food, mais qu'on voit régulièrement lorsque l'on fait des études avancées dans le domaine? Alors c'est une question qui est pas facile parce que je la trouve assez pointue d'un côté, mais en même temps très très vaste. Il y a, je pense, 1000 réponses que je pourrais te donner à cette question. La première chose que je voudrais dire, c'est que d'abord la psychologie c'est vraiment, je trouve, un métier qui est très très mal connu finalement, qui est très peu compris par les personnes, qui est pas très bien représenté dans les films et tout ça.
Et du coup, ça amène beaucoup d'incompréhension, beaucoup de questionnements sur notre métier. Et même, je le voyais beaucoup, même au sein d'une structure, d'un hôpital ou tout ça, les gens comprennent pas trop ce qu'on fait, quel est notre rôle, tout ça. Donc c'est vrai que de manière très générale, je pense qu'il y a une grosse méconnaissance de tout ce qui touche finalement à ce qu'est être un psychologue et à la psychologie. Après, la psychologie, il y a des choses qui intéressent pas mal les gens. Je pense que c'est notamment tout ce qui va plus avoir rapport avec la psychiatrie. Ça, je pense qu'on a quand même plus de connaissances. Les gens voient assez bien ce que c'est que la schizophrénie, tout ça, certains troubles de l'humeur, la paranoïa, etc. Ce dont on parle moins par contre et qui mériterait, je pense, d'être beaucoup plus abordé, et, et c'est un défaut qu'on a aussi peut-être eu avec nos cours finalement, c'est certains troubles de l'humeur, et je pense vraiment à la dépression. Je trouve que ça c'est une question dont on ne parle pas suffisamment, qui n'est pas assez abordée par les médias, qui n'est pas assez connue, parce qu'il y a énormément d'idées reçues sur la dépression. Il y a plein de personnes qui comprennent pas trop comment ça fonctionne, qui savent pas comment réagir quand ça arrive à un de leurs proches, qui sont pas forcément en capacité non plus de s'en rendre compte. Et je trouve que c'est vraiment un des points, un des questionnements de santé publique qui mériterait vraiment le plus d'être développé prochainement, et qui mériterait vraiment qu'on ouvre la parole, parce que ça reste quelque chose de très tabou. Parler soi-même de sa dépression, parler de la dépression de ses proches, c'est quelque chose qui se fait encore très peu, je trouve. Et d'ailleurs, quand on conseille à quelqu'un d'aller voir un psychologue, il y a souvent une forme de résistance. Les personnes n'ont pas envie d'aller chez les psys parce que pour eux, c'est encore trop associé au fait d'être fou, tout ça. Et alors qu'en fait, non, pas du tout. Il y a plein d'autres problèmes, des troubles de l'humeur, des problématiques tout simplement qui sont à travailler, parce que ça peut arriver à tout le monde d'avoir un passage de vie qui est un peu plus compliqué, qui nécessite quand même un certain soutien, et tout le monde ne peut pas l'avoir naturellement. Ça semble vraiment tellement évident quand on le dit, mais malheureusement, et moi la première, je sais très bien qu'on est tous très résistants face à ça, et on n'a pas trop envie d'aborder ces questions-là. Donc je sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais pour moi, je pense que ouais, il y a des questions comme ça, c'est vrai que ça fait pas rêver de parler de la dépression, mais ça mériterait d'être beaucoup plus abordé de manière générale. Et puis une autre chose aussi dont on parle très peu dans les médias, et en tout cas dans tout ce que je peux lire sur la psychologie, on va dire pas de comptoir, mais vous savez, assez accessible sur internet, et que j'ai bien aimé travailler en cours, c'est tout ce qui est rapport à l'éthique. Parce que quand on travaille en psychologie, on est tout le temps confronté à des situations qui sont, vous savez, ni blanche ni noire. Il faut réussir à trouver le bon positionnement, et il n'y a pas de bon positionnement. Il faut juste tout le temps s'interroger, interroger les autres, et c'est vraiment une partie très importante du métier de psychologue que les gens n'envisagent pas du tout, que les gens comprennent pas. Mais vraiment une grosse partie du boulot de psy, c'est tout le temps de remettre l'éthique au centre de la question. Dire mais ça, est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt du patient? Mais ça, pourquoi est-ce qu'on le fait? Pourquoi est-ce qu'on le fait comme ça? Est-ce qu'on le fait par habitude, ou est-ce qu'on le fait parce que c'est pour le bien de quelqu'un? Et qu'est-ce que c'est finalement le bien de quelqu'un? Est-ce qu'il faut prendre des décisions pour lui alors que lui est pas d'accord parce que c'est pour son bien? Je sais pas si vous voyez, si j'arrive à vous faire toucher du doigt ce genre de problématique là, c'est vraiment hyper important quand on est psychologue de tout le temps recentrer l'éthique, remettre ça au cœur du débat. Et je pense que c'est quelque chose qui est totalement zappé par la plupart des gens quand ils pensent au métier de psy. Ils pensent pas du tout que c'est quelque chose d'important pour nous. Généralement, les représentations de ce que c'est que le psychologue, c'est oui, tu nous écoutes raconter tes problèmes, ou tu discutes avec quelqu'un. C'est absolument pas ça. Le but, ça va surtout être d'être tout le temps dans un espèce de conflit, de tout le temps mettre le doigt là où ça fait mal, à la fois pour les patients, mais aussi pour les institutions. Tout le temps être celui qui va remettre en question plein de choses. Et voilà, de cette remise en question, de ces questionnements-là, normalement doivent découler des réponses, et essayer de toujours trouver les réponses les plus adaptées pour tout le monde en fait, pour que ça convienne à un maximum de personnes. Et ouais, en tout cas, je pense que ça, clairement, c'est quelque chose que j'ai vu dans mes études, auquel je m'attendais pas forcément, parce que j'y avais personnellement même pas pensé quand j'avais 18 ans, que je me suis lancée là-dedans, et qui est vraiment extrêmement important. Et voilà,
qui est complètement zappé par la plupart des gens qui voient pas du tout quel est l'intérêt d'avoir un psychologue dans une structure, dans un établissement, et qui pensent que notre métier se résume à juste écouter les problèmes des gens et acquiescer. Non, c'est clairement pas juste ça, ce serait un petit peu trop simple et j'aurais pas passé 5 ans de ma vie sur les bancs de la fac pour juste apprendre à écouter des gens parler, heureusement. Alors voilà, c'est toutes les questions que j'avais reçues. J'ai posté ça un peu tard et du coup peut-être que certains d'entre vous auraient voulu me poser d'autres questions que vous n'avez pas eu le temps de me les poser à temps parce que voilà, je m'y suis pris grave tard. J'ai posté ça hier soir et là je filme direct ce matin. Donc si jamais vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu dans cette vidéo, vous n'hésitez pas, vous pouvez me les poser en commentaire et puis je vous répondrai du mieux que je peux, je vous le promets. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu et que vous avez aimé en apprendre un petit peu plus sur mon parcours. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine histoire et je vous fais plein de gros bisous. One, two, three,